Dans cette vidéo, je vais vous montrer le coût d'opportunité, mais pas en parlant de la définition, en montrant directement des exemples. Alors je vais rappeler une définition assez rapide. Ça permet de mesurer un avantage, de prendre un choix A au profit d'un choix B. Donc je vais vous montrer le premier coût d'opportunité et je vais vous montrer les limites de cette méthodologie. Donc c'est des vidéos que j'ai prises sur YouTube. Donc on va comprendre mieux par l'exemple. Il faut bien voir par exemple de la belle tomate cœur de bœuf, on peut en sortir du jardin, sur les marchés de centre-ville en été, là, de la tomate quasiment qui ressemblerait à de la tomate du potager, c'est vendu 8 € le kilo. Utiliser de belles tomates comme ça pour en faire de la sauce tomate qu'on met dans des pots pour voilà, les manger l'hiver, c'est vraiment je trouve, gaspiller ses ressources. Il vaudrait mieux arriver à vendre ce surplus de tomates pour récupérer des euros, pour investir après dans d'autres choses derrière, quitte à manger de la sauce tomate d'oignon. Je me marre parce que c'est ridicule. Ah bah là, rien à dire, c'est un sketch quoi. Au lieu de faire ta sauce tomate, vends tes tomates, achète de la sauce tomate parce que tes tomates en sauce, c'est du gâchis. Là, c'est le premier exemple du coût d'opportunité qui montre une personne qui raisonne en préférant faire des tomates, les vendre car elles valent très cher, et au contraire acheter de la sauce tomate au premier prix, car il y a un gain économique derrière. Donc c'est un exemple d'un coût d'opportunité, choisir le choix A au détriment de B. Et là, je vais vous montrer maintenant le coût d'opportunité en fonction d'un temps de travail sur un potager. Mais tu sais, quand je vois ça, je prends notion de ce que ça implique, l'autonomie réellement, quand on en fait depuis 10 ans. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors à la fois, est-ce que c'est du boulot, est-ce que c'est plaisant? Je veux dire, quand on se retrouve à deux à éplucher, en discutant, écouter de la musique, est-ce que c'est du boulot? Moi, je l'appellerais pas comme ça parce que le boulot pour moi c'est vraiment le côté travail quand on est obligé de le faire et quand c'est pas forcément dans ce qu'on est en train de faire. Quand je suis en train de planter, quand je suis en train de m'occuper de mes animaux, quand je suis en train de faire des conserves. Est-ce que je travaille? Moi je crois pas quoi. Tu travailles pour ta santé et ton plaisir. Ouais, là je crois. Il faudrait pas faire le calcul de rentabilité parce que là bien évidemment on se retrouve à travailler largement en dessous du SMIC, mais je veux dire ça fait partie de la vie, de loisirs. Ça fait, enfin voilà, pour moi c'est mon activité de vie quoi. Voilà, ça c'est ce qui donne du sens à tout. Il y a un truc sur lequel je tilte, tu dis au SMIC horaire ou je sais ce que tu m'as dit juste avant. Voilà, ouais. Quand on voit quelque chose de fait main, fait maison, bio et tout, quand on voit les prix, comment ils grimpent énormément dès que c'est pas industriel. Ouais. Je pense que... Oui, alors là, effectivement, si on compare avec ces prix-là, du coup, on est forcément... Mais après, on tomberait dans... En fait, on fait que du luxe. En fait, au quotidien, on ne fait que du luxe, on ne mange que des produits de luxe. Tu vis dans la luxure, en fait. Dans le luxe. Dans ce deuxième exemple, c'est celui de l'interview de l'archipel d'une personne qui vit en partie en autonomie, il s'appelle Dominique. Et il montre que s'il comptait le temps passé sur son potager, il aurait une rémunération relativement faible vis-à-vis du SMIC horaire. Donc ce raisonnement est accentué selon le métier qu'on pratique. Par exemple, Dominique, au début de la vidéo, il dit qu'il est architecte. Et donc c'est un métier, les métiers de cadre ou de profession libérale, l'écart peut être encore beaucoup plus fort à choisir un coût A au lieu de B, par exemple réparer sa maison, faire son potager, car le différentiel de revenus est très conséquent. Donc on voit que lui, là, il a introduit une notion de bonheur, c'est qu'il aime faire son potager, ça a un sens pour lui. Et donc là, on voit une petite faille à ce coût d'opportunité au sens strict. Et maintenant, le dernier exemple, c'est une conférence à l'AgroParisTech de Marc Dufumier. La première fois que j'ai mis les pieds dans une rizière, on m'avait dit, tu vas enseigner aux Malgaches la riziculture améliorée, les premières variétés de la Révolution verte pour ériger, taille courte, résistante à l'averse. Et puis les engrais, etc. Mais dès que j'ai marché dans la rizière, j'ai vu qu'il y avait des escargots, il y avait des grenouilles, il y avait des poissons, il y avait des canards, que les canards picoraient les herbes adventices, que les canards picoraient les insectes ravageurs du riz. Et moi, avec mes techniques améliorées, je proposais des engrais, je tuais les grenouilles, je tuais les canards, je cueillais les escargots. C'était nul. Alors, effectivement, je suis sorti d'agronome un peu formaté, l'Institut national agronomique de Paris des années 60, voilà, un has-been, et c'est quand même des femmes malgaches analphabètes qui effectivement, et c'est mon parcours dans le Sud, qui m'a vraiment aidé à comprendre que, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué qu'une rizière, c'est bien plus compliqué que seulement du riz, il faut regarder l'ensemble des êtres vivants là-dedans, et qu'il y a des cyanobactéries qui fixent l'azote de l'air, etc., ça fertilise le riz, c'est hyper compliqué. Et c'est elles aussi qui m'ont expliqué que je leur apprenais à repiquer du riz en ligne bien droite dans la boue avec un cordon, c'était une perte de temps. Et on m'avait dit oui, les femmes malgaches vont te dire que c'est une perte de temps que de repiquer en ligne, mais tu leur expliqueras bien qu'entre les lignes, on passe une petite roue à dents, on pousse entre les lignes. Le désherbage est beaucoup plus rapide, un désherbage plus précoce, ça accroît les rendements. Et le temps perdu au repiquage est tellement compensé par le gain au moment du désherbage. Elle gagne en rendement à l'hectare, elle gagne en productivité du travail, elle gagne sur les deux tableaux. Elle devrait être écoutée. Et elles écoutaient à rien. Jusqu'à ce qu'elle m'explique que quand ils étaient en train de repiquer le riz en ligne, elles perdaient du temps, mais leur mari, eux, étaient en train de récolter le café 15 km plus loin.
et que tout le temps perdu à récolter du riz en ligne, parce qu'il fallait ensuite gagner du temps pour le désherbage, elles rejoignaient leur mari récolter le café en retard, et les cerises de café tombaient à terre, c'était un revenu considérable. C'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont enseigné ce qu'était un coup d'opportunité. Bon, ne traduisez pas en malgache, voilà, et j'en arrête là. Là, sur cet dernier exemple, on voit Marc Dufumier, qui était ingénieur agro Paris, qui a voulu montrer un modèle économique rationnel avec des chiffres, et il n'a pas pris forcément en considération tout le système, l'analyse systémique du système, et au final, c'est lui qui a vu ce qu'était un coût d'opportunité. Pour finir la vidéo, on voit que le coût d'opportunité au sens strict, il oublie deux paramètres, comme le bonheur, ou le sens à ce qu'on fait, même si le choix est, par exemple, moins intéressant de façon économique. Donc le choix qui peut rapporter le plus, il peut rendre malheureux, mais ça, au sens strict, le coût d'opportunité se moque de ça. Et le coût d'opportunité se moque du coût écologique. Par exemple, vous pouvez trouver un travail à côté de chez vous à 1000 € et aller à pied, avoir un impact environnemental faible, ou au contraire, être frontalier au Luxembourg ou en Suisse, gagner 5 fois votre salaire, mais faire 100 km aller-retour par jour. Donc vous allez être gagnant en termes de coût d'opportunité, mais si vous faites un plein tous les 6 jours, vous allez avoir un impact écologique très important. Donc il faudrait, pour avoir un bon coût d'opportunité, introduire des variables qui sont difficiles à mesurer, comme le bonheur ou le coût de l'environnement. Et donc ça serait complexifier un système, faire des équations assez intéressantes, mais pour prendre en considération tout un système, avec les aménités, c'est-à-dire les externalités positives, mais également la pollution, qui sont des externalités négatives. Donc pour finir, je voulais faire une petite citation sur le bonheur de Marcel Proust. « Que de fois j'ai désiré imiter quand je serai libre de vivre à ma guise, un rameur, qui, ayant lâché l'aviron, s'était couché à plat sur le dos, la tête en bas, au fond de sa barque, et la laissait flotter à la dérive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui, et portait sur son visage l'avant-goût du bonheur et de la paix. » Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Voilà pour cette vidéo.